Al Globus est ingénieur à l'université de San José et membre de la prestigieuse National Space Society américaine. Depuis plus de 20 ans, il étudie les technologies possibles pour que l'homme puisse un jour s'installer définitivement dans l'espace. Nous sommes nés ici, nous vivons ici, c'est notre maison, nous l'aimons, c'est la Terre. Une minuscule planète située à côté d'une étoile insignifiante, au cœur d'une galaxie insignifiante, dans un ensemble de galaxies insignifiants. À un détail près, ici, il y a de la vie. Cette vie, cette humanité, cette civilisation, nous devons lui faire quitter notre planète. Dans l'espace, la capacité de développement est fantastique. Il n'y a aucune civilisation, aucune culture, pas même de bactéries. Bref, il n'y a rien. Mais comment l'homme peut-il accomplir ce rêve d'étoile? Saura-t-il un jour s'extraire de la planète bleue pour s'installer définitivement dans l'espace? Pour le savoir, les scientifiques ont pris de la hauteur. À 400 km au-dessus de nos têtes, l'ISS, la Station spatiale internationale, est un maillon essentiel de la conquête spatiale. Depuis l'an 2000, plus de 200 astronautes de toutes les nationalités y ont séjourné successivement pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. L'ISS est en contact permanent avec la Terre et c'est ici, au Texas, que toutes les communications sont établies. Nous sommes au Johnson Space Center, l'un des plus prestigieux centres de la NASA, affecté aux missions spatiales habitées. Jim Broyan est ingénieur spécialiste des systèmes d'habitation. Sa mission est celle de ses collègues, améliorer le quotidien des astronautes et surtout veiller à leur sécurité. Il est essentiel que l'équipage en orbite et les contrôleurs au sol collaborent étroitement, car cela permet de gagner du temps. Nous pouvons contrôler tous les systèmes, nous pouvons les allumer et les éteindre depuis la salle de contrôle ici au sol. Et cela évite par exemple à l'équipe de se déplacer dans toute la station pour activer ou désactiver une machine. Et s'il y a le moindre problème en orbite, une équipe au sol est prête à partir pour réparer l'appareil. Alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires, la Station spatiale internationale est un véritable mastodonte. Elle possède 6 chambres, 2 salles de bain, une salle de sport et une coupole offrant aux occupants une vue unique sur l'espace infini. Cette résidence en orbite possède aussi un ingénieux système de recyclage de l'eau. Car à 400 km d'altitude, chaque goutte compte. Envoyer un seul litre d'eau depuis la Terre coûte en effet près de 20 000 €. Nous avons beaucoup d'équipements à bord pour mimer les systèmes naturels dont nous profitons sur Terre. Par exemple, nous avons un système qui capte les eaux usées et la condensation venant des filtres et des climatiseurs. Cette eau est ensuite traitée, puis recyclée en eau potable pour l'équipage. En fait, la station spatiale reproduit en quelque sorte un écosystème terrestre, sauf que nous utilisons des machines pour y parvenir. Là-haut, les astronautes consacrent l'essentiel de leur temps à une mission bien précise, effectuer des expériences scientifiques en apesanteur. L'une des principales motivations des missions habitées est de comprendre les effets de missions de longue durée sur l'homme, les organismes et les plantes. Libérés de la gravité terrestre, les matériaux, les liquides, les plantes
offrent des comportements inédits. Mais dans ce laboratoire de l'espace, les astronautes eux aussi doivent s'adapter. Il y a des repères à trouver. Il faut se reconstruire un petit peu un environnement dans lequel on se sent à l'aise. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au départ d'avoir à se déplacer dans les 3 dimensions. Et je voulais remercier tous les enfants de Sablé. Claudie Aigneret est médecin et astronaute. C'est la seule femme européenne à être allée sur la Station spatiale internationale. Son dernier vol date de 2001. Mais ses souvenirs, eux, restent gravés dans sa mémoire. Vous imaginez, vous lancez une balle sur Terre. Vous savez qu'elle va retomber, puisqu'il y a la gravité qui va la faire tomber. Donc vous adaptez votre geste pour qu'elle arrive là où vous destinez à la lancer. Et bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça, en microgravité. Donc tout le schéma que vous allez mettre en œuvre pour la trajectoire d'un geste va être transformé. Cette légèreté doit nécessiter une adaptation de votre schéma moteur. Et puis aussi de penser à tous ces objets qui vous entourent et qui sont les objets de votre quotidien que vous allez utiliser. Bien évidemment, vous n'allez pas poser votre carnet de bord sur une table, parce que le carnet ne va pas rester sur la table. Vous devez toujours tout fixer, parce que sinon, les objets au fil de la ventilation qui existe dans la station vont se retrouver à l'autre bout d'un module. Et même la nuit, quand vous vous enfilez dans votre sac de couchage, fixez-le au mur. Sinon, vous allez vous réveiller dans la chambre d'un autre. Mais au-delà de cette apparence ludique, l'apesanteur constitue une véritable menace pour les êtres humains. Les os s'affaiblissent, la masse musculaire fond, le cœur s'accélère, la vision est modifiée. L'homme serait-il donc incapable de vivre en apesanteur ? Quel serait l'impact sur notre organisme d'un voyage prolongé dans l'espace ? Dans le sud de la France, une clinique un peu spéciale étudie en détail la physiologie des astronautes. Nous sommes à Toulouse, au sein de l'Institut de médecine et physiologie spatiale. Dans les chambres, 12 hommes en parfaite santé sont allongés. Leurs lits sont inclinés vers l'arrière de très exactement 6 degrés. Un angle qui reproduit précisément les effets de l'apesanteur. En fait, on dit que l'impesanteur, que ce soit les astronautes en vol ou les volontaires sains qui sont inclus dans les études d'alitement à moins 6 degrés tête basse, subissent un vieillissement accéléré. Ce sont des modèles de vieillissement accéléré. Marie-Pierre Bareil est la coordinatrice de cette expérience éprouvante, durant laquelle les volontaires voient leur organisme totalement bouleversé. Quand on est sur Terre et qu'on est debout, on a une plus grande quantité de sang dans les jambes par rapport à la partie haute du corps et à la tête. Quand on est en microgravité, le sang se redistribue dans l'organisme et proportionnellement, il y en a davantage dans la partie haute du corps. D'ailleurs, si vous regardez les images des astronautes, vous voyez qu'ils ont ce qu'on appelle une puffy face, c'est-à-dire un visage un peu bouffi. On a également des effets musculaires. Les muscles qui, auparavant sur Terre, étaient porteurs, les muscles des jambes, les muscles de la colonne vertébrale, s'atrophient. Et l'os également subit une déminéralisation osseuse, c'est-à-dire qu'il devient moins solide. L'expérience d'alitement durera 21 jours. L'objectif des chercheurs, tester des mesures susceptibles de contrecarrer les effets néfastes de l'apesanteur. Certains volontaires reçoivent ainsi quotidiennement des compléments alimentaires à base de protéines. D'autres subissent quant à eux des séances d'exercice bien particuliers à l'aide d'une plateforme vibrante. Le dernier groupe, le groupe contrôle, ne reçoit ni supplément nutritif ni exercice physique.
Après 3 semaines la tête en bas, les cobayes se relèvent enfin. Les premières observations se révèlent alors encourageantes. Bruno appartient au groupe contrôle et ses retrouvailles avec la gravité sont pour le moins difficiles. Il mettra plus de 12 minutes pour maintenir la position debout. Patrick, en revanche, a utilisé quotidiennement la plateforme vibrante et a reçu des rations protéinées. Son corps semble ainsi avoir conservé bien plus de tonicité. Super. Ouais. Bon, je t'apprends rien en disant que t'as changé un petit peu, hein, au niveau musculaire. Hein. Pour évaluer précisément l'efficacité de ces deux méthodes, les scientifiques réalisent ensuite une longue série de tests. Biopsie, prélèvement sanguin, scanner, test d'équilibre. L'état des muscles et des os de chaque participant est étudié dans ses moindres détails. Il reste encore de longs mois de travail aux spécialistes pour analyser les résultats. En contact un peu avec les familles. Si ces derniers sont positifs, l'expérience sera alors reconduite en conditions réelles dans la Station spatiale internationale. Les astronautes au sein de la Station spatiale internationale font de l'exercice, par exemple. Donc ces mesures sont suffisamment efficaces pour des vols de relativement courte durée, mais pour des vols de longue durée, on sait qu'elles ne seront pas suffisamment efficaces. Donc les agences spatiales sont toujours à la recherche de la contre-mesure ou de la combinaison de contre-mesures qui permettra de maintenir les astronautes en bonne santé pour des longues missions. Pour l'heure, personne ne sait combien de temps le corps humain peut supporter les conditions d'apesanteur. Mais dans l'espace, un danger encore plus grand menace la vie des astronautes. Il s'agit du rayonnement cosmique. Ce flux de particules circulant dans le vide intersidéral est capable de pénétrer au cœur même des cellules et de détruire notre ADN. Sur Terre, le champ magnétique de notre planète nous protège de ces rayons nocifs. Mais lors d'un séjour d'à peine 6 mois à bord de l'ISS, le corps des astronautes reçoit une dose équivalente à plus de 600 radios des poumons. Alors, avant d'organiser un voyage de plus longue durée, un voyage plus loin de la Terre et de son environnement protecteur, les scientifiques du monde entier tentent de trouver le moyen de protéger les hommes. À Darmstadt, en Allemagne, le professeur Marco Durante et son équipe se sont lancés dans l'étude de matériaux très particuliers. Du sable strictement identique à celui qui existe sur la Lune et sur Mars. Et si ces répliques de sable martien et lunaire l'intéressent au plus haut point, c'est parce qu'ils considèrent qu'un jour, l'homme pourra les utiliser pour coloniser l'espace. Si vous vous rendez sur la Lune ou sur Mars, vous trouverez ces matériaux partout. Et vous pourrez donc les utiliser pour construire des maisons. La question à laquelle nous essayons de répondre, c'est: est-ce que des abris fabriqués avec de tels matériaux nous permettraient de vivre en sécurité? C'est vraiment la grande question. Pour déterminer leur pouvoir de protection face aux rayons cosmiques, des échantillons de différentes épaisseurs sont placés dans un puissant accélérateur de particules. This is fine, but the problem is that I think it's going to slow. Un rayonnement puissant vient frapper les blocs de sable à très grande vitesse.
Sur les écrans de contrôle, les scientifiques analysent alors le pouvoir de blocage de chaque échantillon. Je pense que le sable lunaire est légèrement mieux que celui de Mars, mais la différence est mince. En tout cas, les deux matériaux sont meilleurs que l'aluminium, qui est beaucoup utilisé dans les vaisseaux spatiaux, mais constitue un très mauvais bouclier. Imaginez dans 50 ans, dans un siècle, des colonies d'êtres humains partant s'installer sur la Lune. Cela semble presque inévitable étant donné que nous sommes trop nombreux sur Terre. Alors nous pourrons exploiter tout ça. C'est la maison de demain. Il ne reste qu'à la peindre. Mais bâtir des maisons sur la Lune et sur Mars ne représente pour l'heure qu'un scénario de science-fiction. Avant d'en arriver là, les futurs pionniers de l'espace devront d'abord protéger correctement leurs vaisseaux contre les rayons cosmiques. Et en la matière, les roches testées par le professeur Duranté présentent un sérieux inconvénient. La masse pose problème, c'est trop lourd. Dans l'espace, chaque kilo transporté coûte des millions de dollars. En fait, le meilleur matériau par unité de masse est l'hydrogène liquide. Mais évidemment, on ne peut pas construire un bouclier en hydrogène liquide. Donc on doit trouver d'autres solutions qui soient à la fois pratiques et efficaces. Pour l'heure, aucun des nombreux matériaux testés ne s'est montré à la fois léger et parfaitement protecteur. En attendant de trouver mieux, les scientifiques utilisent donc de l'aluminium et du polyéthylène, un type de plastique pour bloquer une partie des rayons. À l'intérieur des navettes spatiales et de la station internationale, les dégâts sur l'organisme des astronautes sont ainsi limités au maximum. Mais nul ne sait si ces blindages seraient suffisants pour un séjour beaucoup plus long dans le vide spatial. La santé physique des futurs voyageurs au long cours est un élément crucial pour l'avenir de la conquête spatiale. Mais un autre paramètre fait lui aussi l'objet de toutes les attentions. Le mental des astronautes. Espace confiné, nourriture rationnée, tâches répétitives et monotones. Là-haut, les conditions de vie sont parfois difficiles et la psychologie de l'équipage est mise à rude épreuve. Les équipages qui fonctionnent très bien, ce sont des équipages où il y a un très bon esprit d'équipe et que tout le monde se partage les tâches et tout le monde aide l'un et l'autre. Franck Devine a effectué 2 séjours à bord de la Station spatiale internationale. En 2002, le premier d'entre eux dura seulement 12 jours. Mais 7 ans plus tard, il fut nommé commandant de l'ISS et s'envola dans l'espace pour une durée de 6 mois. Si on vit avec 6 personnes dans un huis clos pendant 6 mois, il y a toujours des tensions d'un côté ou d'un autre. Ils vont arriver, mais il faut les gérer et ça c'est aussi la tâche du commandant de bord. Donc nous on a tout géré entre nous-mêmes et vis-à-vis du sol, on était un équipage parfait, qu'on était naturellement, aussi devant la caméra on était un équipage parfait, mais comme on sait toujours les équipages parfaits, il y a quand même des petites choses à gauche et à droite. Dans ces lieux étroits, rien n'est anodin. Le moindre petit problème, la moindre tension peut dégénérer rapidement. Pour limiter les risques au maximum, les astronautes sont donc soigneusement sélectionnés, non seulement pour leurs compétences techniques, mais aussi pour leur capacité à travailler dans des situations d'urgence. Je sens plein d'eau à l'arrière de ma tête, mais je crois pas que ça vienne d'une fuite. J'ai du mal à dire ce que c'est, mais ça ressemble à de l'eau. Ah oui. Je la vois sortir. Nous recherchons des personnalités adaptées. Est-ce que vous êtes un bon leader? Comment gérez-vous le stress? Êtes-vous capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions lorsque vous subissez une pression énorme? Le docteur Volker Daman dirige le département médical de l'Agence spatiale européenne.
Avec son équipe, il prend soin de la santé physique et mentale des pensionnaires de l'ISS et participe également à la sélection des futurs astronautes. On sait qu'il est important d'avoir un leader, un commandant qui fait autorité et qui prend les décisions. En cas d'urgence, on ne peut pas toujours se baser sur un modèle démocratique. Quelqu'un doit prendre les responsabilités et doit être capable d'évaluer les risques. Et puis, il faut évidemment des gens qui acceptent d'être commandés, qui respectent les ordres. C'est ce genre d'équilibre que nous recherchons pendant les sélections et les entraînements. Est-ce que cet équipage va bien ensemble? Une fois affectés à leur poste, les astronautes travaillent en équipe pendant 2 ans, presque tous les jours. Ils voyagent partout dans le monde et ils apprennent à gérer les problèmes tous ensemble. Pour optimiser la cohésion entre les membres d'un équipage, une autre question s'est longtemps posée, celle de la mixité. Les hommes et les femmes sauraient-ils cohabiter sans heurts dans un vaisseau spatial? La mixité dans l'espace est-elle un atout ou bien une source supplémentaire de difficultés? Pendant de nombreuses années, les agences spatiales russes ont quasiment fermé la porte du ciel aux femmes. Mais aujourd'hui, leur présence, même pour des séjours de longue durée, n'est presque plus remise en question. Dans un équipage mixte, il y a cette relation à l'autre avec toute cette attention qu'on peut porter à être habillé, lavé, rasé, propre, à faire attention à la façon dont on se déplace, qu'on envoie quelque chose. C'est vrai qu'il y avait ces relations sociétales qui étaient, je pense, de plus fine qualité dans un équipage mixte, tout simplement. Et ça apporte aussi quelque chose dans la convivialité. Ça se passait d'une façon peut-être plus décontractée, plus harmonieuse, avec moins de tension. Mais je pense que cette relation dans la diversité des hommes et des femmes est quelque chose d'intéressant sur ces missions avec des environnements un petit peu extrêmes. Des hommes et des femmes compétents, travailleurs et au caractère parfaitement adapté à la vie en communauté. Voilà donc à quoi ressemble l'équipage idéal. Et pour maintenir le moral au plus haut sur une longue période, l'emploi du temps des astronautes doit lui aussi être soigneusement étudié. Dans l'espace comme sur Terre, il n'est pas question de travailler sans relâche. Des jours de repos et des moments de détente quotidiens sont essentiels au bon déroulement de toutes les missions. Ces images d'astronautes en apesanteur ont sans nul doute contribué à l'engouement du public pour l'espace. Aujourd'hui, nombreux sont les terriens qui rêvent de faire comme eux, voler et profiter d'une vue imprenable sur notre planète. Quelque chose a changé dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 10 ou 20 ans, Denis Tito a offert 20 millions de dollars aux Russes et ils l'ont emmené à bord de la Station spatiale internationale. Pas pour y faire des expériences, pas parce qu'il était astronaute, mais simplement parce qu'il avait payé pour ça. Il a adoré. Et depuis, 6 ou 7 personnes y sont allées. Quelqu'un y est même allé 2 fois. Ce sont les premiers touristes de l'espace. Pour l'heure, seuls les plus riches d'entre nous peuvent s'offrir quelques jours en apesanteur à bord de l'ISS. D'autres s'offrent quelques minutes de sensations fortes à bord de l'A300G du Centre national d'études spatiales. Pour 6 000 €, ils jouent les apprentis astronautes, tandis que l'appareil effectue des paraboles dans le ciel du sud de la France. Mais le tourisme spatial n'en est qu'à ses balbutiements. Depuis quelques années, plusieurs entreprises privées sont d'ailleurs entrées dans l'aventure aux côtés des agences nationales. Leur objectif,
démocratiser l'accès à l'espace et même le transformer en lieu de villégiature. Plusieurs sondages ont été réalisés et ils indiquent que quelque chose comme 400 000 personnes pourraient vouloir aller dans l'espace chaque année. Le tourisme spatial est un marché colossal. Donc, la prochaine étape est de construire des hôtels dans l'espace, car il faut un endroit pour accueillir ces 400 000 personnes. Il faut de la nourriture, de l'air, de l'eau, il faut qu'ils puissent aller aux toilettes, que l'on traite leurs déchets. Il va falloir résoudre tous ces problèmes. Et Bigelow Aerospace, qui travaille en coopération avec la NASA, projette justement de lancer ce que l'on pourrait appeler un hôtel spatial. Ce projet de la société Bigelow Aerospace et de la NASA a été baptisé BEAM. Son principe, accrocher un module gonflable de 4 mètres sur 3 à la Station spatiale internationale. Il permettra alors d'élargir l'espace vital de la station et surtout de tester la faisabilité d'un autre projet encore plus fou, la création d'un véritable hôtel gonflable en orbite autour de la Terre. L'espace restera sans doute encore longtemps réservé à quelques riches privilégiés. Mais un jour, partirons-nous en vacances en orbite comme on part au bord de la mer ? Pourrons-nous nous élever dans l'atmosphère aussi facilement que nous prenons le train? Ce scénario, digne d'un film de science-fiction, est pourtant sérieusement envisagé par certains spécialistes. Mais tandis que certains rêvent d'une vue imprenable sur la planète bleue, d'autres envisagent d'aller encore plus loin. De s'extraire de l'orbite terrestre pour envoyer l'homme dans le vide intersidéral. Dans les locaux de la NASA, un nouveau vaisseau spatial est en cours de fabrication. Son nom, Orion. Sa mission, envoyer l'homme sur la Lune et même peut-être au-delà jusqu'à la planète Mars ou vers les confins de notre système solaire. La station spatiale est un immense laboratoire. Mais en matière d'exploration, nous voulons aller bien au-delà. Nous voulons aller jusqu'à la Lune et plus loin dans le système solaire. Mais pour ça, il nous faut un vaisseau qui fasse des choses différentes et nous permette de voyager sur de longues distances. Mark Geyer est le responsable du programme Orion au Johnson Space Center à Houston. Depuis 2007, il veille sans relâche au bon déroulement de la construction de cet engin inédit. Orion fait 5 mètres de diamètre. Il peut transporter jusqu'à 6 personnes pour ce type de mission d'exploration. Il est assez grand pour stocker le ravitaillement de l'équipage pendant 21 jours. Il y a de l'eau, de la nourriture, de l'air et toutes les choses dont on peut avoir besoin. Des toilettes, des équipements sportifs. Et il comporte aussi de nombreux systèmes de sécurité. Si par exemple l'équipage devait faire face à une fuite, il suffit d'enfiler les combinaisons. Même en dépressurisant l'ensemble de la cabine, il serait protégé. Le vaisseau Orion sera un véritable bijou de technologie. Capable de fonctionner en pilote automatique tout au long de son trajet, doté d'un bouclier thermique et de protection contre les rayons cosmiques, il pourra accueillir un équipage pendant près d'1 mois en toute autonomie. Son premier vol d'essai non habité est programmé en 2014. Il emmènera des hommes contourner la Lune en 2020.
le dernier né des véhicules d'exploration élargit encore un peu plus les frontières de l'homme dans l'espace. Pour moi, Orion marque le début de l'exploration des destinations lointaines comme les astéroïdes, la Lune ou Mars. Ensuite, il faudra des espaces de vie plus grands pour que les équipages puissent rester plus longtemps dans l'espace. Mais pour l'instant, nous devons déjà réussir à aller sur place, à transporter un équipage et à mener des expériences. Et pour ça, Orion représente un premier pas important. Mais quelle que soit sa destination dans le système solaire, Orion est conçu pour ramener les astronautes sur Terre à la fin du voyage. Les hommes seraient-ils donc condamnés à rester ancrés sur le sol de notre planète? Parviendrons-nous un jour à nous extraire totalement de notre existence terrestre? À partir dans l'espace et ne jamais revenir? À bord de la station internationale, il existe des systèmes de recyclage de l'eau. Mais les astronautes dépendent exclusivement de la Terre, car dans l'espace, nourriture, eau et oxygène ne sont pas accessibles. Mais si les hommes s'envolaient pour une mission lointaine et de longue durée, comment feraient-ils? Pour un voyage de 100 jours avec un équipage de 6 personnes, il faudrait emporter plus de 3 tonnes de nourriture et d'eau. Une quantité phénoménale qu'aucun vaisseau spatial n'est aujourd'hui capable d'embarquer. Dans le monde entier, des équipes de recherche tentent de contourner cette limite de taille. L'objectif, s'extraire de la dépendance de la Terre en reconstituant un véritable écosystème miniature embarqué. En Espagne, à Barcelone, une équipe de chercheurs travaille sur une expérience inédite. Son nom, Melissa. Bonjour Vanessa, tout se passe bien? Qu'est-ce que tu fais? De l'alimentation? Raoul a mis les légumes, puis nous allons finir de graisser la cuve de 50 litres, pour ensuite connecter le compartiment. Si nous voulons que l'homme vive dans l'espace, surtout pendant une longue durée, alors nous devrons garantir ses besoins vitaux, sans dépendre seulement de ravitaillement venu de la Terre. C'est ce que nous appelons le concept Melissa. Le professeur Francesc Godia est le directeur du laboratoire. Cela fait plus de 10 ans qu'il tente de créer ce que l'on pourrait appeler une mini-terre artificielle. À terme, notre objectif est de rendre ce système autonome et durable pour qu'il recycle différents éléments. C'est en fait ce que l'on observe au sein des écosystèmes terrestres. Il existe de nombreux cycles qui permettent de recycler l'eau, le carbone, le nitrate, etc. Toutes les ressources indispensables à la vie sur Terre. Ce support de vie, comme l'appellent les scientifiques, se présente ainsi. Une série de cuves hermétiquement closes sont reliées entre elles par des canalisations. Dans le premier compartiment, les chercheurs injectent un mélange épais et malodorant. Il s'agit de déchets alimentaires, d'urine et d'excréments humains. À l'intérieur de la cuve, une population de bactéries entre en action et décompose peu à peu la matière organique. Le mélange passe ensuite à travers une membrane filtrante. Les particules en suspension sont arrêtées, tandis que les éléments liquides sont envoyés dans un second compartiment. Là, ils subissent de nouvelles transformations chimiques grâce à d'autres bactéries spécialisées.
Les déchets sont ainsi progressivement transformés en nitrates et en sels minéraux, des molécules qui constituent les nutriments de base de tous les végétaux. Le processus de recyclage s'achève dans un dernier compartiment appelé bioréacteur. À l'intérieur, des microalgues qui assimilent toutes ces molécules nutritives. Les déchets humains sont ainsi totalement recyclés par les plantes. Des plantes dotées d'un pouvoir nutritif considérable que l'équipage peut donc consommer quotidiennement. Mieux encore, en transpirant, elles apportent également de l'eau potable aux astronautes. Et grâce à la photosynthèse, elles transforment en oxygène l'ensemble du dioxyde de carbone généré par la respiration de l'équipage. Évidemment, le bioréacteur doit contenir un espace, un volume, où l'on peut introduire de la lumière. Parce qu'il faut de la lumière pour faire de la photosynthèse. De cette manière, les microalgues vont capturer le CO2 et produire de l'oxygène tout en grandissant. Donc, en fait, ici, nous obtenons à la fois le recyclage du CO2, la production d'oxygène et en parallèle la production de microalgues qui peuvent faire office de nourriture. Le système Melissa constitue ainsi un circuit clos et parfaitement autonome. Les astronautes peuvent respirer, boire et s'alimenter, et les déchets qu'ils produisent sont recyclés en oxygène et en nourriture à l'infini. Il reste encore beaucoup de travail aux scientifiques pour maîtriser l'ensemble du cycle. Nature des déchets introduits, nombre et espèces de bactéries, vitesse de croissance des algues, température. Chaque paramètre doit être parfaitement contrôlé, car le moindre défaut de fonctionnement risquerait de priver les hommes de nourriture ou d'oxygène. Pire, une contamination par des micro-organismes indésirables pourrait empoisonner un équipage tout entier. D'ici quelques années, le système Melissa sera testé en conditions réelles à bord de l'ISS. Et si les résultats sont concluants, les hommes pourront alors voyager dans l'espace sans jamais avoir à se ravitailler sur Terre. Mais au-delà de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène, notre planète offre d'autres éléments indispensables. Du carburant pour propulser les vaisseaux et des matériaux de toutes sortes pour réparer les objets du quotidien ou bâtir des modules habitables. Alors, une fois dans l'espace, comment les futurs voyageurs pourront-ils s'approvisionner? Existe-t-il quelque part des ressources spatiales que l'on pourrait exploiter? What will tomorrow look like? Our world is at its limits. And yet we all want more. And why not? Why shouldn't the future be better than today? But where will it come from? Simple. En 2012, une toute nouvelle entreprise privée a vu le jour aux États-Unis. Son nom, Deep Space Industries. Deep Space Industries. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les ressources spatiales. Nous recherchons, étudions, exploitons et utilisons les ressources de toutes sortes. Nous pensons que ce minuscule rocher tout au bord de notre galaxie n'est que le point de départ. Rick Tumlinson est l'un des fondateurs de cette entreprise d'exploitation d'un nouveau genre qui imagine l'espace comme une vaste mine à ciel ouvert. Son premier objectif, aller puiser des ressources au cœur des astéroïdes, ces amalgames de roches qui circulent par millions dans notre système solaire. Notre première cible sera certainement l'eau. Pourquoi l'eau? D'abord, il s'agira de glace, car l'intérieur des comètes ou des astéroïdes est très froid.
Et cette eau glacée, c'est tout simplement de l'oxygène et de l'hydrogène. Avec l'oxygène, vous pouvez respirer, ce qui est assez important. Et l'hydrogène, combiné à l'oxygène, donne de l'eau. Mais si vous séparez ces éléments, puis les rassemblez de manière explosive, vous obtenez du carburant pour fusée. Ensuite, nous passerons à la deuxième étape. Une fois qu'on aura réduit et recueilli cette glace, il restera les matériaux les plus solides. On pourra alors promener un aimant dessus et recueillir tous les éléments ferreux. Et bien sûr, on peut construire plein de choses avec du fer. Du carburant, de l'eau, du fer et même d'autres métaux comme le nickel, l'or ou le platine. Pour Deep Space Industries, les astéroïdes représentent une manne sans égale. D'ici 2015, Rick Tumlinson et ses collègues prévoient d'envoyer un premier vaisseau explorer les astéroïdes les plus proches de la Terre. Mais leur objectif ultime est d'y implanter des usines d'extraction et des raffineries pour pouvoir ravitailler en continu les vaisseaux spatiaux passant à proximité. Les astéroïdes deviendraient alors de véritables stations-service de l'espace. Vous imaginez ce qu'il se serait passé lors de l'expansion de la civilisation en Amérique du Nord si nous avions dû apporter avec nous tout ce dont nous avions besoin? Rien n'aurait été possible. Il faut apprendre à exploiter les ressources disponibles là où on se trouve et à les transformer en matériaux utiles. Comme Deep Space Industries, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans une vaste collecte de fonds pour mener à bien cette entreprise invraisemblable et exploiter les ressources naturelles venues de l'espace. Dans plusieurs décennies, les hommes pourront peut-être alors voguer indéfiniment dans le vide intersidéral et avoir tout ce dont ils ont besoin presque à portée de main. Certains spécialistes entrevoient même la possibilité d'un voyage sans retour, d'une installation définitive de l'humanité ailleurs que sur Terre. Depuis près de 20 ans, la NASA et la National Space Society organisent un concours un peu particulier. Un concours de colonie spatiale. En 2013, la 19e édition se déroule ici, au cœur d'un prestigieux hôtel de la ville de San Diego. Al Globus est président du jury. Sa mission, étudier les projets présentés par les étudiants du monde entier et récompenser le plus réaliste d'entre tous. Une colonie spatiale est un endroit dans l'espace où nous pourrons vivre et élever nos enfants. Il s'agit de grandes structures d'au moins une centaine de mètres, mais j'espère que dans le futur, elles feront plusieurs kilomètres. Ce sont en quelque sorte de petites villes, ou même des grandes, de plus d'1 million d'habitants. Et l'idée est qu'elles soient vraiment agréables. Au-delà du simple concours rassemblant des centaines d'étudiants imaginatifs, le concept de colonie spatiale est sérieusement envisagé par de nombreux spécialistes. Mais même pour Al Globus, le principal promoteur de ces infrastructures étonnantes, de tels projets ne risquent pas de voir le jour avant bien longtemps. Les gens demandent souvent quand les premières colonies spatiales verront le jour. La réponse est que nous n'en savons rien, car tout dépend de la manière dont nous y travaillerons. Ça prendra du temps, mais si les gouvernements ont décidé d'accorder plus d'argent aux colonies spatiales plutôt qu'à leurs armées, alors pas de problème, on peut y arriver dans quelques décennies. C'est notre boulot, on peut le faire. Les colonies spatiales sont pour l'heure plus un rêve qu'une réalité. Mais malgré les défis colossaux qui restent à relever, les spécialistes sont unanimes. L'homme ira un jour explorer l'univers et vivra de plus en plus loin, très loin de la Terre.
Si vous regardez en arrière dans l'histoire de l'homme, qu'avons-nous accompli? Je pense qu'il est naturel que nous cherchions à aller plus loin que notre petite planète, que nous essayions de la quitter, d'explorer l'univers. Pourquoi des gens escaladent-ils l'Everest? Ou plongent-ils sans oxygène? C'est un défi, et l'humanité va le relever. L'homme va continuer à explorer. L'homme est un explorateur, conquérant, pourquoi pas, mais surtout explorateur de l'inconnu. Et c'est le propre de l'humanité, de toujours essayer de penser différemment, avancer, découvrir, explorer. La curiosité fait partie de l'humanité. Nous avons besoin d'endroits où l'homme peut essayer de nouvelles choses. Et c'est ce que représente vraiment l'espace. Il n'existe plus de lieu sur Terre où l'on pourrait lancer une nouvelle civilisation, qui ne soit déjà la propriété de quelqu'un ou placée sous une autre juridiction, ou encore dont l'appropriation ne menacerait pas l'existence d'une population. Il n'y a que l'espace. Poussée par une soif insatiable de connaissances et de découvertes, l'humanité s'apprêterait donc à élargir les frontières de son existence. Un jour, l'homme pourrait alors devenir une toute nouvelle espèce. Une espèce interstellaire. Contribue à l'engouement du public pour l'espace. Aujourd'hui, nombreux sont les terriens qui rêvent de faire comme eux, voler et profiter d'une vue imprenable sur notre planète. Quelque chose a changé dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 10 ou 20 ans, Denis Tito a offert 20 millions de dollars aux Russes et ils l'ont emmené à bord de la Station spatiale internationale. Pas pour y faire des expériences, pas parce qu'il était astronaute, mais simplement parce qu'il avait payé pour ça. Il a adoré. Et depuis, 6 ou 7 personnes y sont allées. Quelqu'un y est même allé 2 fois. Ce sont les premiers touristes de l'espace. Pour l'heure, seuls les plus riches d'entre nous peuvent s'offrir quelques jours en apesanteur à bord de l'ISS. D'autres s'offrent quelques minutes de sensations fortes à bord de l'A300G du Centre national d'études spatiales. Pour 6 000 €, ils jouent les apprentis astronautes, tandis que l'appareil effectue des paraboles dans le ciel du sud de la France. Mais le tourisme spatial n'en est qu'à ses balbutiements. Depuis quelques années, plusieurs entreprises privées sont d'ailleurs entrées dans l'aventure aux côtés des agences nationales. Leur objectif, démocratiser l'accès à l'espace et même le transformer en lieu de villégiature. Plusieurs sondages ont été réalisés et ils indiquent que quelque chose comme 400 000 personnes pourraient vouloir aller dans l'espace chaque année. Le tourisme spatial est un marché colossal. Donc, la prochaine étape est de construire des hôtels dans l'espace. Car il faut un endroit pour accueillir ces 400 000 personnes. Il faut de la nourriture, de l'air, de l'eau, il faut qu'ils puissent aller aux toilettes, que l'on traite leurs déchets. Il va falloir résoudre tous ces problèmes. Et Bigelow Aerospace, qui travaille en coopération avec la NASA, projette justement de lancer ce que l'on pourrait appeler un hôtel spatial. Ce projet de la société Bigelow Aerospace et de la NASA a été baptisé BEAM. Son principe, accrocher un module gonflable de 4 mètres sur 3 à la Station spatiale internationale. Il permettra alors d'élargir l'espace vital de la station et surtout de tester la faisabilité d'un autre projet encore plus fou, la création d'un véritable hôtel gonflable en orbite autour de la Terre. Un peu plus les frontières de l'homme dans l'espace.
Pour moi, Orion marque le début de l'exploration des destinations lointaines comme les astéroïdes, la Lune ou Mars. Ensuite, il faudra des espaces de vie plus grands pour que les équipages puissent rester plus longtemps dans l'espace. Mais pour l'instant, nous devons déjà réussir à aller sur place, à transporter un équipage et à mener des expériences. Et pour ça, Orion représente un premier pas important. Mais quelle que soit sa destination dans le système solaire, Orion est conçu pour ramener les astronautes sur Terre à la fin du voyage. Les hommes seraient-ils donc condamnés à rester ancrés sur le sol de notre planète? Parviendrons-nous un jour à nous extraire totalement de notre existence terrestre? À partir dans l'espace et ne jamais revenir? À bord de la station internationale, il existe des systèmes de recyclage de l'eau. Mais les astronautes dépendent exclusivement de la Terre, car dans l'espace, nourriture, eau et oxygène ne sont pas accessibles. Mais si les hommes s'envolaient pour une mission lointaine et de longue durée, comment feraient-ils? Pour un voyage de 100 jours avec un équipage de 6 personnes, il faudrait emporter plus de 3 tonnes de nourriture et d'eau. Une quantité phénoménale qu'aucun vaisseau spatial n'est aujourd'hui capable d'embarquer. Dans le monde entier, des équipes de recherche tentent de contourner cette limite de taille. L'objectif, s'extraire de la dépendance de la Terre en reconstituant un véritable écosystème miniature embarqué. En Espagne, à Barcelone, une équipe de chercheurs travaille sur une expérience inédite. Son nom, Melissa. Bonjour Vanessa, tout se passe bien? Qu'est-ce que tu fais? De l'alimentation? Raoul a mis les légumes, puis nous allons finir de graisser la cuve de 50 litres, pour ensuite connecter le compartiment. Si nous voulons que l'homme vive dans l'espace, surtout pendant une longue durée, alors nous devrons garantir ses besoins vitaux, sans dépendre seulement de ravitaillement venu de la Terre. C'est ce que nous appelons le concept Melissa. Je sens plein d'eau à l'arrière de ma tête, mais je crois pas que ça vienne d'une fuite. J'ai du mal à dire ce que c'est, mais ça ressemble à de l'eau. Ah oui. Je la vois sortir. Nous recherchons des personnalités adaptées. Est-ce que vous êtes un bon leader? Comment gérez-vous le stress? Êtes-vous capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions lorsque vous subissez une pression énorme? Le docteur Volker Daman dirige le département médical de l'Agence spatiale européenne. Avec son équipe, il prend soin de la santé physique et mentale des pensionnaires de l'ISS et participe également à la sélection des futurs astronautes. On sait qu'il est important d'avoir un leader, un commandant qui fait autorité et qui prend les décisions. En cas d'urgence, on ne peut pas toujours se baser sur un modèle démocratique. Quelqu'un doit prendre les responsabilités et doit être capable d'évaluer les risques. Et puis, il faut évidemment des gens qui acceptent d'être commandés, qui respectent les ordres. C'est ce genre d'équilibre que nous recherchons pendant les sélections et les entraînements. Est-ce que cet équipage va bien ensemble? Une fois affectés à leur poste, les astronautes travaillent en équipe pendant 2 ans, presque tous les jours. Ils voyagent partout dans le monde et ils apprennent à gérer les problèmes tous ensemble. Pour optimiser la cohésion entre les membres d'un équipage, une autre question s'est longtemps posée, celle de la mixité. Les hommes et les femmes sauraient-ils cohabiter sans heurts dans un vaisseau spatial? La mixité dans l'espace est-elle un atout ou bien une source supplémentaire de difficultés?
Pendant de nombreuses années, les agences spatiales russes ont quasiment fermé la porte du ciel aux femmes. Mais aujourd'hui, leur présence, même pour des séjours de longue durée, n'est presque plus remise en question. Dans un équipage mixte, il y a cette relation à l'autre avec toute cette attention qu'on peut porter à être habillé, lavé, rasé, propre, à faire attention à la façon dont on se déplace, qu'on envoie quelque chose. C'est vrai qu'il y avait ces relations sociétales qui étaient, je pense, de plus fine qualité dans un équipage mixte, tout simplement. Et ça apporte aussi quelque chose dans la convivialité. Ça se passait d'une façon peut-être plus décontractée, plus harmonieuse, avec moins de tension. Et je pense que cette relation dans la diversité des hommes et des femmes est quelque chose d'intéressant sur ces missions avec des environnements un petit peu extrêmes. À bord de la station internationale, il existe des systèmes de recyclage de l'eau. Mais les astronautes dépendent exclusivement de la Terre, car dans l'espace, nourriture, eau et oxygène ne sont pas accessibles. Mais si les hommes s'envolaient pour une mission lointaine et de longue durée, comment feraient-ils? Pour un voyage de 100 jours avec un équipage de 6 personnes, il faudrait emporter plus de 3 tonnes de nourriture et d'eau. Une quantité phénoménale qu'aucun vaisseau spatial n'est aujourd'hui capable d'embarquer. Dans le monde entier, des équipes de recherche tentent de contourner cette limite de taille. L'objectif, s'extraire de la dépendance de la Terre en reconstituant un véritable écosystème miniature embarqué. En Espagne, à Barcelone, une équipe de chercheurs travaille sur une expérience inédite. Son nom, Melissa. Bonjour Vanessa, tout se passe bien? Qu'est-ce que tu fais? De l'alimentation? Raoul a mis les légumes, puis nous allons finir de graisser la cuve de 50 litres, pour ensuite connecter le compartiment. Si nous voulons que l'homme vive dans l'espace, surtout pendant une longue durée, alors nous devrons garantir ses besoins vitaux, sans dépendre seulement de ravitaillement venu de la Terre. C'est ce que nous appelons le concept Melissa. Le professeur Francesc Godia est le directeur du laboratoire. Cela fait plus de 10 ans qu'il tente de créer ce que l'on pourrait appeler une mini-terre artificielle. À terme, notre objectif est de rendre ce système autonome et durable pour qu'il recycle différents éléments. C'est en fait ce que l'on observe au sein des écosystèmes terrestres. Il existe de nombreux cycles qui permettent de recycler l'eau, le carbone, le nitrate, etc. Toutes les ressources indispensables à la vie sur Terre. Ce support de vie, comme l'appellent les scientifiques, se présente ainsi, de la prestigieuse National Space Society américaine. Depuis plus de 20 ans, il étudie les technologies possibles pour que l'homme puisse un jour s'installer définitivement dans l'espace. Nous sommes nés ici, nous vivons ici, c'est notre maison, nous l'aimons, c'est la Terre. Une minuscule planète située à côté d'une étoile insignifiante, au cœur d'une galaxie insignifiante, dans un ensemble de galaxies insignifiants. À un détail près, ici, il y a de la vie. Cette vie, cette humanité, cette civilisation, nous devons lui faire quitter notre planète. Dans l'espace, la capacité de développement est fantastique. Il n'y a aucune civilisation, aucune culture, pas même de bactéries. Bref, il n'y a rien. Mais comment l'homme peut-il accomplir ce rêve d'étoile?
Saura-t-il un jour s'extraire de la planète bleue pour s'installer définitivement dans l'espace ? Pour le savoir, les scientifiques ont pris de la hauteur. À 400 km au-dessus de nos têtes, l'ISS, la Station spatiale internationale, est un maillon essentiel de la conquête spatiale. Depuis l'an 2000, plus de 200 astronautes de toutes les nationalités y ont séjourné successivement pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. L'ISS est en contact permanent avec la Terre, et c'est ici, au Texas, que toutes les communications sont établies. Nous sommes au Johnson Space Center, l'un des plus prestigieux centres de la NASA, affecté aux missions spatiales habitées. Jim Broyan est ingénieur spécialiste des systèmes d'habitation. Sa mission est celle de ses collègues, améliorer le quotidien des astronautes et surtout veiller à leur sécurité. Il est essentiel que l'équipage en orbite et les contrôleurs au sol collaborent étroitement, car cela permet de gagner du temps. Nous pouvons contrôler tous les systèmes, nous pouvons les allumer et les éteindre depuis la salle de contrôle ici au sol. Et cela évite par exemple à l'équipe de se déplacer dans toute la station pour activer ou désactiver une machine. Et s'il y a le moindre... Son nom, Deep Space Industries. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les ressources spatiales. Nous recherchons, étudions, exploitons et utilisons les ressources de toutes sortes. Nous pensons que ce minuscule rocher tout au bord de notre galaxie n'est que le point de départ. Rick Tumlinson est l'un des fondateurs de cette entreprise d'exploitation d'un nouveau genre qui imagine l'espace comme une vaste mine à ciel ouvert. Son premier objectif, aller puiser des ressources au cœur des astéroïdes, ces amalgames de roches qui circulent par millions dans notre système solaire. Notre première cible sera certainement l'eau. Pourquoi l'eau? D'abord, il s'agira de glace, car l'intérieur des comètes ou des astéroïdes est très froid. Et cette eau glacée, c'est tout simplement de l'oxygène et de l'hydrogène. Avec l'oxygène, vous pouvez respirer, ce qui est assez important. Et l'hydrogène, combiné à l'oxygène, donne de l'eau. Mais si vous séparez ces éléments, puis les rassemblez de manière explosive, vous obtenez du carburant pour fusée. Ensuite, nous passerons à la deuxième étape. Une fois qu'on aura réduit et recueilli cette glace, il restera les matériaux les plus solides. On pourra alors promener un aimant dessus et recueillir tous les éléments ferreux. Et bien sûr, on peut construire plein de choses avec du fer. Du carburant, de l'eau, du fer et même d'autres métaux comme le nickel, l'or ou le platine. Pour Deep Space Industries, les astéroïdes représentent une manne sans égale. D'ici 2015, Rick Tumlinson et ses collègues prévoient d'envoyer un premier vaisseau explorer les astéroïdes les plus proches de la Terre. Mais leur objectif ultime est d'y implanter des usines d'extraction et des raffineries pour pouvoir ravitailler en continu les vaisseaux spatiaux passant à proximité. Les astéroïdes deviendraient alors de véritables stations-service de l'espace. Vous imaginez ce qu'il se serait passé lors de l'expansion de la civilisation en Amérique du Nord? Si nous avions dû apporter avec nous tout ce dont nous avions besoin, rien n'aurait été possible. Il faut apprendre à exploiter les ressources disponibles là où on se trouve et à les transformer en matériaux utiles. Comme Deep Space Industries, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans une vaste collecte de fonds pour mener à bien cette entreprise invraisemblable et exploiter de bactéries, vitesse de croissance des algues, température.
Chaque paramètre doit être parfaitement contrôlé, car le moindre défaut de fonctionnement risquerait de priver les hommes de nourriture ou d'oxygène. Pire, une contamination par des micro-organismes indésirables pourrait empoisonner un équipage tout entier. D'ici quelques années, le système Melissa sera testé en conditions réelles à bord de l'ISS. Et si les résultats sont concluants, les hommes pourront alors voyager dans l'espace sans jamais avoir à se ravitailler sur Terre. Mais au-delà de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène, notre planète offre d'autres éléments indispensables. Du carburant pour propulser les vaisseaux et des matériaux de toutes sortes pour réparer les objets du quotidien ou bâtir des modules habitables. Alors, une fois dans l'espace, comment les futurs voyageurs pourront-ils s'approvisionner? Existe-t-il quelque part des ressources spatiales que l'on pourrait exploiter? What will tomorrow look like? Our world is at its limits. And yet we all want more. And why not? Why shouldn't the future be better than today? But where will it come from? Simple. En 2012, une toute nouvelle entreprise privée a vu le jour aux États-Unis. Son nom, Deep Space Industries. Deep Space Industries. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les ressources spatiales. Nous recherchons, étudions, exploitons et utilisons les ressources de toutes sortes. Nous pensons que ce minuscule rocher tout au bord de notre galaxie n'est que le point de départ. Rick Tumlinson est l'un des fondateurs de cette entreprise d'exploitation d'un nouveau genre qui imagine l'espace comme une vaste mine à ciel ouvert. Son premier objectif, aller puiser des ressources au cœur des astéroïdes, ces amalgames de roches qui circulent par millions dans notre système solaire. Notre première cible sera certainement l'eau. Pourquoi l'eau? D'abord, il s'agira de glace, car l'intérieur des comètes ou des astéroïdes est très froid. Et cette eau glacée, c'est tout simplement de l'oxygène et de l'hydrogène. Avec l'oxygène, vous pouvez respirer. Il restera les matériaux les plus solides. On pourra alors promener un aimant dessus et recueillir tous les éléments ferreux. Et bien sûr, on peut construire plein de choses avec du fer. Du carburant, de l'eau, du fer et même d'autres métaux comme le nickel, l'or ou le platine. Pour Deep Space Industries, les astéroïdes représentent une manne sans égale. D'ici 2015, Rick Tumlinson et ses collègues prévoient d'envoyer un premier vaisseau explorer les astéroïdes les plus proches de la Terre. Mais leur objectif ultime est d'y implanter des usines d'extraction et des raffineries pour pouvoir ravitailler en continu les vaisseaux spatiaux passant à proximité. Les astéroïdes deviendraient alors de véritables stations-service de l'espace. Vous imaginez ce qu'il se serait passé lors de l'expansion de la civilisation en Amérique du Nord? Si nous avions dû apporter avec nous tout ce dont nous avions besoin, rien n'aurait été possible. Il faut apprendre à exploiter les ressources disponibles là où on se trouve et à les transformer en matériaux utiles. Comme Deep Space Industries, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans une vaste collecte de fonds pour mener à bien cette entreprise invraisemblable et exploiter les ressources naturelles venues de l'espace. Dans plusieurs décennies, les hommes pourront peut-être alors voguer indéfiniment dans le vide intersidéral et avoir tout ce dont ils ont besoin presque à portée de main. Certains spécialistes entrevoient même la possibilité d'un voyage sans retour, d'une installation définitive de l'humanité ailleurs que sur Terre.
Depuis près de 20 ans, la NASA et la National Space Society organisent un concours un peu particulier. Un concours de colonie spatiale. En 2013, la 19e édition se déroule ici, au cœur d'un prestigieux hôtel de la ville de San Diego. Al Globus est président du jury. Sa mission ? Étudier les projets présentés par les étudiants du monde entier et récompenser le plus réaliste d'entre tous. Une colonie spatiale est un endroit dans l'espace où nous pourrons vivre et élever nos enfants. Il s'agit de grandes structures d'au moins une centaine de mètres, mais j'espère que dans le futur... Libérés de la gravité terrestre, les matériaux, les liquides, les plantes offrent des comportements inédits. Mais dans ce laboratoire de l'espace, les astronautes eux aussi doivent s'adapter. Il y a des repères à trouver. Il faut se reconstruire un petit peu un environnement dans lequel on se sent à l'aise. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au départ d'avoir à se déplacer dans les 3 dimensions. Et je voulais remercier tous les enfants de Sablé. Claudie Aigneret est médecin et astronaute. C'est la seule femme européenne à être allée sur la Station spatiale internationale. Son dernier vol date de 2001. Mais ses souvenirs, eux, restent gravés dans sa mémoire. Vous imaginez, vous lancez une balle sur Terre. Vous savez qu'elle va retomber, puisqu'il y a la gravité qui va la faire tomber. Donc vous adaptez votre geste pour qu'elle arrive là où vous destinez à la lancer. Et bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça, dans microgravité. Donc tout le schéma que vous allez mettre en œuvre pour la trajectoire d'un geste va être transformé. Cette légèreté doit nécessiter une adaptation de votre schéma moteur. Et puis aussi de penser à tous ces objets qui vous entourent et qui sont les objets de votre quotidien que vous allez utiliser. Bien évidemment, vous n'allez pas poser votre carnet de bord sur une table, parce que le carnet ne va pas rester sur la table. Vous devez toujours tout fixer, parce que sinon, les objets au fil de la ventilation qui existe dans la station vont se retrouver à l'autre bout d'un module. Et même la nuit, quand vous vous enfilez dans votre sac de couchage, fixez-le au mur, sinon vous allez vous réveiller dans la chambre d'un autre. Mais au-delà de cette apparence ludique, l'apesanteur constitue une véritable menace pour les êtres humains. Les os s'affaiblissent, la masse musculaire fond, le cœur s'accélère, la vision est modifiée. L'homme serait-il donc incapable de vivre en apesanteur? Quel serait l'impact sur notre organisme d'un voyage prolongé dans l'espace? Dans le sud de la France, une clinique un peu spéciale étudie en détail la physiologie des astronautes. Nous avons un système qui capte les eaux usées et la condensation venant des filtres et des climatiseurs. Cette eau est ensuite traitée, puis recyclée en eau potable pour l'équipage. En fait, la station spatiale reproduit en quelque sorte un écosystème terrestre, sauf que nous utilisons des machines pour y parvenir. Là-haut, les astronautes consacrent l'essentiel de leur temps à une mission bien précise, effectuer des expériences scientifiques en apesanteur. L'une des principales motivations des missions habitées est de comprendre les effets de missions de longue durée sur l'homme, les organismes et les plantes. Libérés de la gravité terrestre, les matériaux, les liquides, les plantes offrent des comportements inédits.
Mais dans ce laboratoire de l'espace, les astronautes eux aussi doivent s'adapter. Il y a des repères à trouver. Il faut se reconstruire un petit peu un environnement dans lequel on se sent à l'aise. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au départ d'avoir à se déplacer dans les 3 dimensions. Et je voulais remercier tous les enfants de Sablé. Claudie Aigneret est médecin et astronaute. C'est la seule femme européenne à être allée sur la Station spatiale internationale. Son dernier vol date de 2001. Mais ses souvenirs, eux, restent gravés dans sa mémoire. Vous imaginez, vous lancez une balle sur Terre. Vous savez qu'elle va retomber, puisqu'il y a la gravité qui va la faire tomber. Donc vous adaptez votre geste pour qu'elle arrive là où vous destinez à la lancer. Et bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça en microgravité. Donc tout le schéma que vous allez mettre en œuvre pour la trajectoire d'un geste va être transformé. Cette légèreté doit nécessiter une adaptation de votre schéma moteur. Et puis aussi de penser à tous ces objets qui vous entourent et qui sont les objets de votre quotidien que vous allez utiliser. Bien évidemment, vous n'allez pas poser votre carnet de bord sur une table, parce que le carnet ne va pas rester sur la table. Vous devez toujours tout fixer, parce que sinon, les objets au fil de la ventilation qui existe dans la... Va-t-il un jour s'extraire de la planète bleue pour s'installer définitivement dans l'espace ? Pour le savoir, les scientifiques ont pris de la hauteur. À 400 km au-dessus de nos têtes, l'ISS, la Station spatiale internationale, est un maillon essentiel de la conquête spatiale. Depuis l'an 2000, plus de 200 astronautes de toutes les nationalités y ont séjourné successivement pendant plusieurs jours ou plusieurs mois. L'ISS est en contact permanent avec la Terre, et c'est ici, au Texas, que toutes les communications sont établies. Nous sommes au Johnson Space Center, l'un des plus prestigieux centres de la NASA, affecté aux missions spatiales habitées. Jim Broyan est ingénieur spécialiste des systèmes d'habitation. Sa mission est celle de ses collègues, améliorer le quotidien des astronautes et surtout veiller à leur sécurité. Il est essentiel que l'équipage en orbite et les contrôleurs au sol collaborent étroitement, car cela permet de gagner du temps. Nous pouvons contrôler tous les systèmes, nous pouvons les allumer et les éteindre depuis la salle de contrôle ici au sol. Et cela évite par exemple à l'équipe de se déplacer dans toute la station pour activer ou désactiver une machine. Et s'il y a le moindre problème en orbite, une équipe au sol est prête à partir pour réparer l'appareil. Alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires, la Station spatiale internationale est un véritable mastodonte. Elle possède 6 chambres, 2 salles de bain, une salle de sport et une coupole offrant aux occupants une vue unique sur l'espace infini. Cette résidence en orbite possède aussi un ingénieux système de recyclage de l'eau. Car à 400 km d'altitude, chaque goutte compte. Envoyer un seul litre d'eau depuis la Terre coûte en effet près de 20 000 €. Nous avons beaucoup d'équipements à bord pour mimer les systèmes naturels dont nous profitons sur Terre. Par exemple, nous avons un système qui capte les eaux usées et la condensation venant des filtres et des climatiseurs. Cette eau est ensuite traitée, puis recyclée en eau potable pour l'équipage.